passer la parole donc à Élise qui va donc introduire cette question de l'économie circulaire dans un domaine très particulier qui est celui de la mode, qui pour l'instant ne semble pas vraiment durable. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives pour corriger un petit peu ce marché qui est devenu exponentiel avec des textiles bon marché arrivés du bout du monde. Et donc, on va avoir deux communications qui se renvoient l'une à l'autre. La première sur l'économie circulaire dans l'écosystème de la mode durable. Et la deuxième, toujours par l'IAE de Tours, sur la revalorisation après la consommation et la question du post-usage. Voilà, donc on va être vraiment dans ces logiques-là. Je pense que les deux communications font sens l'une avec l'autre. Je laisse la parole, Élise, et si jamais je disparais de la visio, eh bien, je vous laisse poser les questions d'ici une quinzaine de minutes et Marie est aux commandes. Merci Corinne, bonjour à toutes et tous. Donc on va être trois sur ces deux présentations. Je vous présente Julie Loiseau donc qui a fait le partage d'écran et qui est ingénieure d'études sur un projet ANR, donc valorisation des comportements post-consommatoires et éco-responsables. On sera rejoint pour la seconde présentation par Arnaud Rivière, donc qui est co-porteur de cet ANR et donc qui présentera une recherche qu'il mène avec deux autres collègues. Mais voilà, sans plus tarder, on va présenter très rapidement, toutes les deux avec Julie, le cadre du projet sur la valorisation des comportements. Julie, est-ce que tu veux bien passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Oui. Est-ce que je suis bien en plein écran? Non, Ah, et là, c'est mieux. non, ça n'a pas bougé. Ah, alors moi, ça s'affiche en plein écran. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Mhm. Là, c'est bon. Là, Euh, c'est bon. ou- non, finalement, non, parce que on voit après ta diapo suivante. C'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Je vais essayer de recommencer le partage. Désolée. Oui, peut-être que. Alors, diaporama. Peut-être que c'est plus ça. Oui, il y a un commentaire, peut-être enlève le mode présentateur. C'est bon, nickel. C'est bon? Ah, Oui. bah voilà. Est-ce que je te laisse présenter le cadre du projet ANR? Oui, oui, tout à fait. Je peux présenter ce projet, donc valorisation des comportements post-consommatoires éco-responsables. Donc, comme le disait Élise, je suis ingénieure d'études sur ce projet et Arnaud Rivière va nous rejoindre tout à l'heure et Élise Bonneveux participe également à ce projet qui a débuté en janvier 2025 et qui va durer environ 4 ans. C'est une équipe de 8 enseignants-chercheurs. Il y a également un doctorant qui nous suit pour le sujet de sa thèse. Et l'objectif de ce projet de recherche, c'est de produire de la connaissance pour mieux comprendre comment inciter les consommateurs à adopter des comportements éco-responsables et principalement lorsqu'ils se séparent d'un textile dont ils n'ont plus l'usage. Donc là, à travers les deux études qu'on va vous présenter, on va beaucoup parler de textile et du secteur de la mode circulaire qu'on a commencé à explorer depuis janvier. On a un écosystème en Touraine qui est en lien avec des acteurs locaux et de l'économie sociale et solidaire. Et ce projet il est soutenu par la chaire Valeurs Consommation durable, dont les porteurs, les co-directeurs de cette chaire sont également Arnaud Rivière et Laurent Maubisson, qui a aussi participé à la deuxième étude qu'on vous présentera. Voilà, on a environ 7 études qualitatives en cours. Donc, on a choisi de vous en présenter deux qui rejoignaient le thème aujourd'hui de la RSE. Et puis, on va commencer dès à présent par vous présenter la première. Élise, je te laisse prendre la suite.
Donc voilà, alors cette recherche, elle est, voilà, comme on a pu vous le dire, elle est en cours. C'est une recherche exploratoire. Et donc on est parti du constat, donc on l'amène, on explore avec Julie et puis Baptiste Moussaoui qui est doctorant sur le projet ANR. Donc on est parti du constat, bon, c'est largement admis, que ce soit par la littérature ou dans les différentes études, que l'industrie textile va être à la fois vectrice de créativité par ses Mhm. pratiques, par ses innovations, mais c'est également un secteur à fort impact environnemental et social. Donc, à ce titre, on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir mener une observation en interrogeant différents acteurs pour comprendre comment les organisations vont, si elles le font, hein, comment elles repensent leur modèle d'affaires, donc leur business model, et surtout, est-ce qu'elles travaillent ensemble? Est-ce qu'il y a des formes de coopération qui vont s'inscrire dans cette transition durable, cette économie circulaire dont on parle de plus en plus? Donc dans ce contexte, et si on prend au niveau des entreprises, à l'échelle des entreprises, on voit que les marques, elles sont de plus en plus contraintes, que ce soit par un cadre législatif, réglementaire de plus en plus euh, contraignant. Alors, je citerai que deux lois, hein, deux réglementations, une au niveau français et une au niveau européen. Il y a la loi AGEC pour donc favoriser l'anti-gaspillage des produits non alimentaires. Et une autre, alors c'est sur des objectifs différents, hein, mais complémentaires, au niveau européen, la CSRD, pour euh, encourager les entreprises à faire du reporting extra-financier. Donc on voit qu'elles sont de plus en plus, elles doivent répondre à des attentes sociétales de plus en plus fortes, que ce soit donc en matière de traçabilité, de transparence, également de responsabilité au sens large, tout en essayant quand même de maintenir une compétitivité sur les marchés et un marché donc, dans le secteur de la mode qui est très concurrentiel. Donc, partant de ce constat-là, on a vu qu'il y avait plusieurs questions qui se posaient quant aux difficultés d'intégrer dans le modèle d'affaires l'économie circulaire. Donc, par exemple, comment on va pouvoir gérer les coûts liés à la circularité tout en maintenant la qualité perçue des produits, hein, des vêtements, ou encore assurer la rentabilité dans des circuits de seconde main. Mais au-delà de cette dimension économique, stratégique et concurrentielle, on a voulu faire un focus sur les relations que les organisations peuvent entretenir, comment elles se structurent dans un écosystème local, un territorial local. Donc, on a pu jusqu'à présent interroger plusieurs acteurs, notamment donc, des entreprises, des associations, des collectivités locales, des acteurs de la réutilisation et, voilà, et d'autres, et on y viendra sur la partie méthodologique. Pour voir comment se construit cet écosystème local lié à la valeur, hein, puisque ça va être un point important qu'on va développer par la suite. Donc, euh, dernier point, et non des moindres, c'est l'enjeu de l'adhésion du consommateur final. Comment est-ce que les entreprises, les organisations peuvent transformer la prise de conscience des consommateurs par l'information, par la sensibilisation à un comportement d'achat responsable? Quelles sont les stratégies qu'elles mettent en place? De manière, on va dire, isolée, mais aussi après de manière collaborative au sein de l'écosystème pour encourager la durabilité euh, des produits et encourager ces comportements éco-responsables. Donc ça nous a conduit à
à, à réfléchir autour de la problématique suivante. Dans quelle mesure l'écosystème de la mode durable influence-t-il les consommateurs à adopter des pratiques éco-responsables? Merci. Donc, pour l'instant, on a mobilisé deux cadres théoriques, celui de l'économie circulaire et des business models et celui complémentaire de l'écosystème d'acteurs et de la co-création de valeur. Donc, dans le premier cadre que nous mobilisons, on a notamment, on s'est inspiré des travaux de Boken qui ont été enrichis par la suite par les travaux de Pal spécifiquement sur le secteur du textile. Et là, ces auteurs montrent que les modèles d'affaires sont fondés sur la préservation de la valeur dans le temps. Ça veut dire que les entreprises vont prolonger la durée de vie des produits, favoriser le réemploi, la réparation ou encore les circuits de seconde main. Et dans le cas de la mode durable, ces modèles vont quand même se heurter à certaines contraintes fortes qui sont toujours présentes, hein, que ce soit la rapidité des cycles de mode et de présentation des vêtements, la pression, la réputation de l'entreprise, la question du coût et de la traçabilité des matériaux notamment. Euh, le second cadre, donc l'écosystème, là on s'est inspiré des travaux de Moore et après d'Adner, qui, alors ces deux auteurs vont considérer non plus les organisations de manière isolée, mais elles forment au final des entités qui sont interdépendantes au sein d'un écosystème, d'un système d'innovation pour voilà, proposer, faire partie d'un modèle économique innovant et durable. Donc, dans cette logique-là, les coopérations entre ces acteurs assez hétérogènes finalement, hein, par la taille, par rapport aux objectifs recherchés, vont devenir essentielles pour faire émerger ces modèles nouveaux, innovants, qui s'inscrivent dans l'économie circulaire. On complète également ce cadre d'analyse-là avec les travaux de Porter et Kramer sur la création de valeurs partagées, où là, les collaborations entre les organisations vont permettre à la fois de générer des bénéfices économiques, mais également d'avoir un ou plusieurs impacts positifs au niveau environnemental et au niveau social également. On peut finalement mettre en évidence quelques premiers résultats liés à la littérature. C'est que beaucoup d'études restent encore centrées sur l'entreprise. Et donc, nous, notre volonté, c'est d'essayer de mener une étude qui aurait un niveau un peu plus méso, hein, en prenant en compte les dynamiques qu'il y a au sein de l'écosystème local qui fait partie de notre étude. On souhaiterait également proposer une cartographie cognitive de ce réseau par l'identification des acteurs, mais également les relations qui se sont nouées entre eux. Par exemple, la récurrence aussi qu'il peut y avoir, la mutualisation des ressources, s'il y en a. Donc, comment, qui fait quoi, avec qui, quel flux, quelles valeurs circulent au sein de cet écosystème. Et également, le dernier point, sur les mécanismes d'incitation, hein, pour transformer, on va dire, cette sensibilisation ou cette intention d'achat vers un comportement éco-responsable du consommateur final. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de la première présentation de nos collègues de la Réunion. Il me semble qu'elles avaient évoqué aussi ces auteurs-là. Donc c'est vrai que sur certains points, ça peut rejoindre un peu nos travaux.
Et donc pour la partie méthodologie et terrain, nous en sommes jusqu'ici à 7 entretiens semi-directifs menés auprès de parties prenantes. Donc les organismes qui sont donneurs, ce sont ceux qui peuvent par exemple accorder une subvention, comme la métropole de Tours par exemple, puisqu'on s'est vraiment focalisé sur la Touraine pour le moment. Mais la majorité des rencontres s'est faite avec des organismes dits receveurs, où on a cherché donc à comprendre effectivement les problématiques des business models, mais aussi les incitations mises en place pour motiver un consommateur à consommer responsable. Donc par exemple des friperies et des revendeurs de fripes, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme des centres d'écrémage et de tri, des associations caritatives, donc sur le territoire tourangeau, et les différentes communes, des startups qui utilisent de la matière textile également. Et donc l'objectif, c'était d'identifier les formes de coopération et les flux de valeur dans l'écosystème. À ce stade, on a identifié plusieurs entraides, des espaces d'échange entre entreprises, également un annuaire, je l'ai ici, partagé, des acteurs tourangeaux, donc, qui s'appelle l'annuaire écolo en Touraine, où sont recensés les différents acteurs, et on peut voir aussi que c'est géré par un collectif qui organise également des événements entre ces différents acteurs sur Tours. L'outil d'analyse, comme le disait Elise, c'est la cartographie dynamique des écosystèmes d'acteurs pour visualiser les interactions et les mécanismes d'incitation. Ici, on pourra voir que certains échanges et certains flux de vêtements vont dans un sens, mais peut-être pas forcément dans l'autre. Donc, ces échanges sont intéressants à évaluer aussi, et d'avoir l'avis également de ces acteurs sur ces échanges. Les premiers résultats donc montrent des business models fragiles. Donc c'est ce qu'on a remarqué en interrogeant surtout les organismes receveurs type start-up, qui ferment de plus en plus rapidement à Tours. Également des tensions entre organismes donneurs et receveurs, à l'image du relais. Donc, vous avez peut-être entendu parler cet été, qui a stoppé ses collectes pour dénoncer déjà les difficultés du secteur textile, et pour revendiquer aussi des subventions de la part d'organismes donneurs qui étaient jugés comme insuffisantes. Et puis des échanges de bonnes pratiques, et des échanges aussi de flux de matière entre les donneurs et les receveurs. Donc les pistes pour la fin de collecte de données, qui rejoignent la problématique évoquée tout à l'heure, c'est d'explorer comment les tensions entre acteurs donneurs et receveurs peuvent paradoxalement devenir des leviers de co-création de valeur durable dans l'écosystème, et puis de comprendre comment les dispositifs et les interactions entre les acteurs influencent l'adhésion du consommateur à la mode durable, et ainsi comment on peut l'inciter à des comportements plus éco-responsables. Donc voilà pour la première partie, pour la première étude. Je ne sais pas si Arnaud nous a rejoint. Sinon, Voilà, il me semble pas, hein. Je suis en train de parcourir ok. la Sinon, liste on peut des. prendre les On peut premières peut-être questions. passer aux questions, oui, si vous en Oui, êtes on peut d'accord. prendre les premières questions sur la première étude qu'on vous a présentée. Eh bien, merci beaucoup pour cette première étape de présentation. Euh, donc, si j'ai bien compris, là, il n'y a pas les fabricants, en fait. Vous êtes dans la partie aval, euh, sur l'utilisation des vêtements une fois qu'ils ont été fabriqués. C'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Le Voilà, projet, de manière générale, est sur le post-usage, en fait, sur la préconsommation. Et c'était une des d'accord. originalités du projet. Parce que la question qui suit, elle met effectivement le focus sur la valorisation après la consommation. Donc, je suppose que ça va venir compléter la présentation que vous êtes en train de faire. On t'a pas Oui. bien entendu parce que ça hache, mais oui, l'idée,
c'est dans ce comportement de post-usage des consommateurs, comment les entreprises vont pouvoir se saisir des différentes ressources qui s'offrent à elles, pardon, dans l'écosystème territorial pour essayer de changer leurs pratiques et plus largement leur modèle d'affaires. Mais on est bien dans ce niveau. En fait, il y a dans cette recherche-là, il y a plusieurs niveaux. C'est comment changent les entreprises et comment elles vont aussi sensibiliser, voire faire évoluer les comportements post-usage des consommateurs. Hmm, très bien. Et Est-ce qu'il y a pour des compléter, questions parmi les... pardon. Je disais effectivement, pour compléter, quand on dit des startups qui utilisent de la matière textile, c'est bien de la matière textile de seconde main. On est vraiment sur le post-usage, sur les deux études et sur le projet de recherche de manière générale. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants en attendant la présentation qui suit et qui va compléter celle-ci, si je comprends bien, puisque c'est le même projet, hein, vous êtes sur le même Oui. projet global. Ah oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question par rapport à au périmètre de l'étude. Quand vous parlez de générer un comportement, on va dire, vertueux de la Mhm. part du consommateur, est-ce que c'est uniquement, par exemple, emmener des vêtements en seconde main, à revendre sur des sites comme Vinted, etc. Ou est-ce que ça peut intégrer d'autres types de comportements? Alors, vas-y, Elise, si tu veux. Comme- Bah, je pense que ça peut aussi, et ça on le verra par la suite, ça peut faire, on peut étudier d'autres comportements. Je pense au Repair Café où là oui, les consommateurs vont être également acteurs de la réparation de différents produits. Mais voilà, on n'exclut pas le fait qu'il y ait d'autres comportements à étudier, hein. Dans les organismes receveurs, on a aussi interrogé des entreprises de troc, donc d'échange de vêtements. Et puis, bah, vous verrez par la suite, Arnaud va vous présenter une observation des penderies et là, il évoquera effectivement aussi la réparation, les couturiers, le fait de revendre en ligne, le fait de garder aussi des vêtements pour les réparer soi-même et ce qu'on va appeler de l'upcycling ou du downcycling. Il y a plusieurs comportements qui existent et qui sont effectivement plus ou moins vertueux. Ok, merci beaucoup. Merci, Nanda. Vous avez une question? Je vois que Nanda Moi, a levé la main. oui, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qui inciterait vraiment les consommateurs à changer de comportement? Aujourd'hui, c'est bien, j'ai bien compris que les consommateurs sont davantage informés, ils ont pris conscience de cela, mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? Parce que pour changer le comportement, il faut que les consommateurs perçoivent un bénéfice quelque part. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, peut-être que vous allez en parler après dans la suite de cette présentation? Oui, Alors, effectivement. oui, mais alors, mon collègue en parlera dans la présentation qui suit, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments qui vont justifier des consommateurs à adopter ce comportement vertueux, éco-responsable. Déjà, certains vont être plus sensibles à la cause environnementale et ont envie aussi de acheter moins, d'acheter mieux. Ça, c'est une première chose et ça, on le constate dans les études qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées, et ça vous l'avez dit, informées, mais qui ont aussi envie d'être acteurs de ce changement qui s'opère, de la durabilité dont on parle beaucoup, qui a remplacé voilà, le terme de développement durable. Et oui, en termes d'information, il y a de plus en plus d'indicateurs, de labels. Alors ça
c'est directement les entreprises hein, qui peuvent en bénéficier ou la proposer, mais on voit que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces labels-là qui vont montrer que les produits sont plus responsables, plus vertueux globalement. Et les Marie, business models, pardon, peuvent aussi Merci. inciter, puisqu'on parlait d'échange tout à l'heure de vêtements, et il n'y a pas que le don de vêtements. Effectivement, le consommateur peut retrouver d'autres bénéfices à travers des business models plus originaux aujourd'hui, comme du troc, où en fait il va donner un vêtement, mais pour en avoir un autre en retour, ou la reprise par les entreprises. Donc, en fin de compte, les business models peuvent essayer d'inciter ces comportements, et c'est ce qu'on cherche à comprendre en interrogeant tous les organismes qu'on vous a présentés par là. D'accord, merci. Merci. et Marie-Noël, on va peut-être Oui, terminer avec ta question, et puis il y en aura sûrement d'autres après la présentation d'Arnaud, puisque ça va Oui. être un projet, donc oui, je merci t'en beaucoup. prie. Merci. Merci pour votre présentation. Évidemment, c'est un sujet très, très important. Moi, je voulais savoir si dans l'écosystème que vous avez observé, il y a un acteur qui évalue, on va dire, l'intérêt, la possibilité, je dirais, on va dire technique ou toxicologique de recyclage des vêtements, parce que les tissus posent quand même un problème environnemental, surtout quand il s'agit de la fast fashion. Il y a une assez forte toxicité et pour certains, c'est peut-être pas une bonne idée de les maintenir dans le circuit. Peut-être que justement, il faudrait. Est-ce qu'il y a un acteur qui prend ça en charge? Parce que à vous écouter, on a un peu l'impression que ça va de soi, que la seconde main est une bonne idée, etc., que c'est forcément vertueux. Mais moi, je m'interroge juste là-dessus, de savoir s'il y a un régulateur hein, dans cet écosystème qui est à même de sensibiliser justement les consommateurs hein, sur le fait et surtout sur le fait qu'il faut justement faire sortir hein, parce qu'on a besoin d'un traitement particulier pour ces produits hautement toxiques en fait. Euh, Sur je- la... je- oui, Oui. tu veux répondre? Oui, je peux. Sur la partie donc sensibilisation plutôt du recyclage des textiles pour les entreprises, il va y avoir le grand éco-organisme Refashion qui est le plus connu. Et puis les centres de tri, on a vu, peuvent aussi faire de la sensibilisation en B2B auprès de vêtements qu'ils récupèrent pour dire, c'est tout l'enjeu du tri en fait. Qu'est-ce qui va pouvoir être recyclé, qu'est-ce qui va pouvoir effectivement être mis en boutique, etc. Donc ça, c'est pour la partie entreprise. C'est géré plutôt nationalement, du coup, finalement. Et puis sur la partie consommateur, on a rencontré du coup plusieurs collectifs. Et donc là, ça va être plus sur le territoire qui sensibilisent plutôt les citoyens sur le fait qu'on peut les recycler. Et donc là, le discours va être plutôt d'emmener les vêtements dans les centres de tri qui après redistribuent au centre de recyclage en fait. C'est vraiment toute une filière qui est assez complexe avec beaucoup d'étapes. Et donc du coup, la sensibilisation se fait à différents niveaux et auprès de différents acteurs. J'ai répondu à votre question. Oui, parce que en fait, non, mais c'était parce que les capacités de recyclage, en vérité, sont extrêmement limitées. Mhm. Le danger, c'est aussi de renvoyer vers les pays du Sud des tissus qui s'amassent, on le sait, hein, c'est assez fortement médiatisé. Et votre approche territoriale, de ce fait, est particulièrement intéressante. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut éviter, par une action territoriale, de renvoyer vers l'Afrique ou l'Océanie des tonnes et des tonnes de tissus toxiques, en fait? Ça passera pas forcément par le recyclage parce que sur le territoire, on n'a pas forcément d'acteurs qui peuvent recycler. C'est pour ça que je disais que c'était plus national. Mais Oui, en par fait, contre, on a personne ne sait déjà... recycler, hein. Bah oui. Pratiquement, hein. On Mais parle du après, recyclage, mais on ne sait pas vraiment le faire. c'est ça. Ou après, ça peut aller vers d'autres pays d'Europe.
Mais là, ce qu'on a observé sur le territoire, c'est de la revente et du don de vêtements entre acteurs qu'on a appelés organismes receveurs, c'est-à-dire des centres de tri qui peuvent redonner à des friperies locales, par exemple, ou des couturiers qui vont avoir des chutes de tissus, qui vont pouvoir donner à d'autres couturiers qui sont dans les centres de tri, ou enfin, on a eu plusieurs exemples comme ça, et c'est pour ça que je parlais d'échanges réciproques ou non, parce que parfois les flux de vêtements, on voit qu'ils vont dans un sens et pas dans l'autre, et donc on essaie d'interroger un maximum de personnes pour voir si ça se reproduit ou pas, parce que finalement les acteurs, en tout cas sur Tours, ne sont pas si nombreux que ça, et donc pour avoir des résultats qui sont assez représentatifs, on va évidemment interroger plus d'acteurs.